Aujourd'hui, on va tenter de valoriser AT&T parce qu'on a eu une chute énormissime depuis plusieurs années et qu'on a un niveau qu'on n'a pas atteint depuis de très nombreuses années, qui est 2003. Et nous allons voir si c'est une société qui vaut le coup et donc un moment qui vaut le coup d'être tenté pour racheter des actions en masse, ou si le cours, enfin le marché a bien raison et qu'il faut s'en abstenir. Alors, j'ai mis ici les différents ratios qu'on trouve dans mon outil, dans TradingView. Et on a du coup 120 milliards de chiffre d'affaires pour déjà 154 milliards de dettes. Alors, ça paraît colossal, on l'a vu sur la vidéo de Verizon, je vous encourage à aller la voir si vous ne l'avez pas vue, parce qu'on explique à ce moment-là et on voit que effectivement la dette est obligatoire dans ce genre de secteur, puisqu'ils sont obligés de d'acheter des licences pour pouvoir exercer. Ça fait deux points, un positif et un neutre. Le premier, donc neutre, étant que c'est obligatoire. Dans ce secteur-là, c'est obligatoire. Donc, il n'y a pas à se poser la question si c'est un fort endettement ou pas un fort endettement. Si on veut pratiquer cette activité, il faut s'endetter pour payer des licences pour la 3G, une licence pour la 4G, une licence pour la 5G, etc. Et le deuxième, qui est plutôt un avantage, c'est que c'est une énorme barrière à l'entrée pour des concurrents, puisque n'importe qui voudrait se mettre face à AT&T ou Verizon ou T-Mobile devrait déjà faire attention parce qu'il faudrait leur prendre des parts de marché. Donc on arrive déjà avec trois titans. Mais en plus, avant même de commencer le match, il faut déjà s'endetter pour pouvoir avoir le droit de commercialiser derrière la 3G, la 4G et la 5G. Donc ça peut être vu comme un rempart, la dette peut être vue comme un énorme rempart pour les nouveaux, le souci étant que c'est quand même un double tranchant parce qu'une dette mal gérée, surtout de cette taille-là, ça peut être mauvais. On voit ensuite la capitalisation, les capitaux propres qui sont assez conséquents, mais bon, avec une dette aussi importante, c'est presque rien. Et derrière, on a un PER, alors j'ai mis 12 ou 6 au plus bas, tout simplement parce que quand on est ici, si on va sur le PER, on a eu habituellement, alors on va zoomer, on avait habituellement quelque chose comme ça, la médiane par là, aux alentours de 12-13. Donc j'ai pris 12 pour être un petit peu conservateur. On voit bien qu'on était par là. Et j'ai mis du 6 tout simplement parce que je ne vais pas mettre un truc négatif, mais que si je prends parmi les plus bas, alors je ne vais pas prendre le point le plus bas, mais si je prends parmi les points les plus bas par là, ici, ce qu'on a eu là pendant des années, et si je me remets ici, je pense qu'on était par là aussi, voilà. Je suis à 6-7, donc j'ai pris 6 aussi pour être conservateur. Donc pour avoir le point le plus bas et un point médian. Donc on arrive à un PER de 12 ou de 6, une marge nette de 10%. De la même manière, la marge nette, je l'ai prise ici, si je reviens sur mon screener 1. Habituellement, la marge nette, donc je l'ai mise par là, puisqu'on voit bien que ici on était sur un plateau, on est passé plusieurs fois au travers, donc on voit bien que le revenu, enfin la marge médiane, c'était aux alentours de 10%. Et du coup, ça me semble être un bon schéma réaliste, même si là, en ce moment, on est dans le négatif. De toute manière, s'il y a une bonne raison en lisant les rapports financiers ou en écoutant les conférences call, si c'est justifié qu'on soit dans une marge négative parce qu'on fait quelque chose, je ne sais pas, je ne connais pas l'opération, mais si c'est justifié, on pense qu'on pourrait revenir aux alentours de 8-10% de marge. Et de toute manière, si ça ne l'est pas, c'est une entreprise qui est à fuir, puisque avec des marges négatives et s'il n'y a pas de justification derrière, c'est une entreprise à fuir. Donc j'ai pris 10% parce que sinon, dans tous les cas, c'est un scénario que je ne veux même pas calculer parce que je n'achèterai tout simplement pas l'action, je la sortirai de mon screener. Et donc ça nous fait une valorisation actuelle à moins 1,3. Et oui, tout simplement parce que avec la dette qui est colossale, même si on fait le résultat net fois le PER moins la dette, on arrive dans quelque chose de négatif, donc on est à moins 1,3, donc c'est juste aberrant. Évidemment, ce genre de valorisation qui est assez primaire se fait avoir par des entreprises de ce type-là qui sont quand même sur les extrêmes. Les valorisations comme ça, avec des tableaux Excel et des formules, sont bonnes pour donner, pour brosser une première idée, pour se faire une première idée d'une valorisation. Évidemment, c'est à beaucoup plus pousser dans des cas extrêmes comme par exemple des medtech, donc des sociétés qui sont dans le médical mais plutôt côté tech, donc qui souvent ont des brevets, crament de l'argent et un jour où elles arrivent à guérir le cancer ou quoi que ce soit d'autre, là ça explose, donc on a des valorisations qui ne sont pas réelles non plus, puisque tant que la formule n'est pas découverte, que le brevet n'est pas officiel, c'est aussi une société qui crame de l'argent. Dans des entreprises, industries lourdes avec beaucoup de dettes, ça n'est pas non plus extrêmement réel, et les entreprises comme par exemple Netflix, etc., qui sont uniquement valorisées par le portefeuille client qu'elles ont et non pas du tout par les bâtiments, les brevets, etc., et avec des PER des fois délirants, on arrive
aussi des fois sur des valorisations complètement folles, puisque quand on a un PER de 30, 40, 50, 60, forcément on a derrière des valorisations qui sont stratosphériques. Donc attention, il faut prendre des pincettes, il faut analyser, c'est juste pour brosser et esquisser un portrait et voir si on est bien ou si on est dans les choux. En attendant, moins 1,3, on comprend bien que ce n'est pas bon. Ce qu'on fait sur ce genre de société, souvent, comme ce sont des entreprises matures et qu'on n'est pas là pour la grosse croissance, on est plutôt là pour avoir un rendement, voire protéger un capital. Ce qu'il se passe, c'est qu'il faut regarder les bénéfices futurs, les bénéfices prévisibles, et les mettre par rapport au prix d'acquisition actuel. Quand on voit aujourd'hui qu'on est aux alentours de 15 $ et qu'on va avoir des revenus, des bénéfices qui seront l'année prochaine, on va dire 2024, à 2,49, si on se met à 2,49, donc je l'ai mis ici, et qu'on met là un égal, on arrive derrière à 16,6, si on le met en pourcentage, à 16,6% de rendement. C'est plus que Verizon. Alors, est-ce que ça veut dire que c'est une meilleure société que Verizon? Non, parce que c'est juste tout simplement que c'est une entreprise en décroissance et que du coup, forcément, les gens font attention et on voit bien que les gens fuient le titre et que forcément, il descend. Et plus le titre descend, plus le rendement augmente. Forcément, puisque si on prend ici, on considère que l'entreprise va faire 2,49. Si aujourd'hui, l'action était cotée 2,49, ça serait du 100% de rendement. Donc on comprend bien que plus le prix ici baisse, plus le rendement ici augmente, forcément. Donc un meilleur rendement ne veut pas dire que c'est une meilleure entreprise, ça peut aussi être le fait que l'action chute et que les bénéfices futurs restent tels quels, et que donc, du coup, si l'action chute, il y a peut-être une bonne raison, et peut-être que les investisseurs ont raison de sortir du marché, et donc vous ne soyez pas le pigeon qui arrive ici, qui achète là, pour finalement vous retrouver encore plus bas dans quelques années. Il faut analyser la société, il faut lire les rapports financiers, il faut écouter les conférences calls et voir si on atteint un point un peu bas et qu'on va remonter dans quelques années et que vous aurez du coup 16% de rendement, voire plus dans les années futures puisque l'entreprise va se ressaisir, ou si vous êtes sur la pente descendante et que vous allez juste être comme la personne qui était ici, qui l'a acheté avec peut-être 5% de rendement, ici 6% de rendement, ici 8% de rendement, ici 15% de rendement et vous finalement à 16%, on comprend bien que la personne qui était déjà là était déjà en train d'acheter trop cher. Et il y a une autre manière de voir, sinon, c'est par rapport aux dividendes. Donc si on regarde les dividendes de AT&T, on arrive à quelque chose de environ 1,11$ l'année prochaine, même cette année. Donc 1,11$ cette année, 1,11$ l'année prochaine. Si on fait la même opération et qu'on se met là, et qu'on fait 1,11$ divisé par le prix d'acquisition actuel, ça nous fait un rendement de 7,4%, ce qui est pareil, je crois que c'est mieux qu'AT&T. Ah non, Verizon, on était à 8 et quelques, 8% et quelques, donc c'est moins bien. Ça ne veut pas forcément dire que l'entreprise est moins bien juste sur ce point-là, mais ça veut juste dire que apparemment vous prenez un risque supplémentaire puisque le prix chute depuis des années, avec un rendement sur dividende qui n'est pas forcément mieux, et on l'a vu dans la vidéo précédente, des ratios qui ne sont pas forcément géniaux. Donc moi, je vais survoler le rapport financier, juste histoire d'être sûr derrière qu'il ne va pas y avoir un retournement, qu'elle n'a pas fait des années à perte pour gratter des parts de marché et que bientôt sa stratégie va se révéler exactement comme Amazon l'a fait pendant des années en n'étant pas rentable, en gagnant 1 million, en réinvestissant 3, en s'endettant 10 pour finalement être ce qu'elle est aujourd'hui. Amazon est une des plus grosses entreprises du monde et elle a quand même plutôt bien réussi, même si aujourd'hui on peut toujours dire qu'elle n'est pas assez rentable pour la taille qu'elle fait, etc. Mais c'est quand même une entreprise qui partait de rien et qui aujourd'hui pèse énormément. Est-ce que c'est la même stratégie qui est opérée ici ou est-ce que c'est juste une entreprise qui est sur le déclin? Je vais aller voir les rapports financiers et écouter les conférences call pour en être sûr, mais je vais survoler ça rapidement, tout simplement parce que je trouve que c'est une entreprise qui, pour moi, à mon sens, ne vaut pas le coup ça ne vaut pas le coup d'investir dans cette société. Si vous avez un avis différent, si vous avez vu quelque chose que je n'ai pas vu, je suis ouvert, on peut très bien en discuter et ça pourra peut-être me permettre d'aller regarder plus en profondeur sur les rapports financiers, ce que vous me direz. Mettez-le en commentaire et sinon, dites-moi pourquoi vous achèteriez ou n'achèteriez pas cette entreprise. C'est tout pour moi et je vous dis à la prochaine. Salut!